Un jour, une collègue m'a dit « Pour être RH, il faut aimer écouter les histoires. Et si l'histoire, aujourd'hui, c'est vous qui la racontiez ?» Nous avons demandé à Audrey, Hélène, Hortense, Olivier, Valérie d'ouvrir la porte de leur cabinet de curiosité et de nous livrer le récit d'un épisode particulièrement marquant de leur vie professionnelle. Avec des surprises, des rires, des success stories ou des moments parfois difficiles, et à l'arrivée, des instantanés d'une société et d'un monde du travail en pleine révolution. Vous écoutez Trajectoire, un podcast réalisé par les Ateliers Durables. Place à l'épisode. Bonne écoute et bonne journée. Bonjour à tous, Olivier Roche, je suis un directeur des ressources humaines qui a passé une grande partie de sa vie dans le monde des opérations et du business. Et ce qui me porte depuis toujours, c'est la capacité d'une équipe à réaliser quelque chose de plus grand qu'elle et la fierté individuelle qui ressort de chaque acteur d'avoir contribué à ce projet, ce purpose, ce but, voilà, cet objectif. Et j'ai quelques réalisations dans ce domaine-là, notamment le fait d'avoir lancé il y a 16 ans avec une équipe une usine qui risquait de fermer des produits biologiques ou d'avoir construit une usine reconnue comme étant les plus performantes et les plus agréables au monde. J'ai envie aujourd'hui d'aborder avec vous un élément, Evian Resort, qui rentre dans ce contexte-là d'engagement et de construction de quelque chose de plus grand que soi. Quelques éléments de contexte. L'Evian Resort est une division très particulière du groupe Danone qui se situe, comme son nom l'indique, à Evian, mais qui regroupe les activités qui sont des activités d'hospitalité. On va parler d'un palace 5 étoiles, d'un terrain de golf qui est un des plus beaux terrains de golf au monde, d'un casino en délégation de service public, des thermes d'Evian, bien sûr, et d'une très belle salle de concert qui s'appelle la Grange au Lac. Donc, tout un environnement dans la nature qui vient bien sûr de l'histoire d'Evian, parce que l'Evian, c'est avant tout des sources, et cet environnement, c'est aussi les endroits où sont les sources d'Evian. L'Evian Resort, c'est un endroit qui avait un petit peu vieilli, c'est-à-dire qu'il n'était plus dans la course en termes de bâtiments, en termes d'accueil, en termes de confort moderne. Et donc, il y a eu à un moment une décision qui était de dire on veut ramener l'Evian Resort dans la course, back on track, et on va faire des travaux. Les travaux ayant été faits, on a fait deux constats. Le premier constat, c'est qu'effectivement, les travaux ont apporté cette nouveauté, cette capacité. Deuxièmement, on s'est rendu compte que nos salariés, le niveau d'exigence, le niveau d'effet waouh avait un petit peu vieilli comme le bâtiment, et donc on avait ça à travailler. Et puis, on avait aussi gardé tous nos salariés, bien sûr, mais tous les saisonniers qui venaient tous les ans depuis 4, 5, 6 ans n'étaient pas venus pendant les travaux, effectivement, et on avait perdu cette nouveauté, cette capacité à remettre en cause. Prenons un exemple, la cuisine végane. Pour nos anciens chefs qui sont super, ben c'est une nouveauté. On avait quelques jeunes chefs qui venaient en saison, qui eux-mêmes étaient véganes, donc qui ouvraient l'équipe à cette nouveauté. Et donc ça, c'était ce que moi j'avais en tête en arrivant dans ma fonction de DRH, en charge également de la raison d'être de l'Evian Resort. Et un jour, j'avais la chance d'avoir dans mon équipe une jeune fille qui s'appelle Sophie E. Sophie a été majeure de l'EHL. L'EHL, c'est l'école hôtelière de Lausanne. Et un jour, en allant ensemble devenir jury du bac hôtelier à Thonon, je discute avec elle. Et moi, dans ces moments-là, j'aime bien sentir les choses. J'aime bien sentir le besoin de l'organisation que je résumerais à ce moment-là très simple. Il faut qu'on ait des clients qui veulent vivre nos expériences. Il faut qu'on ait des gens qui viennent, donc qui nous connaissent, qui aient envie de venir et qui viennent. Et on a un deuxième enjeu qui est tout aussi important, qui est d'avoir des salariés capables de les faire vivre. Et donc, on a une discussion avec Sophie, et puis je lui dis, Sophie, vous êtes du métier, vous êtes major de l'EHL, ce qui veut quand même dire beaucoup, vous êtes dans mon équipe de RH, vous êtes au recrutement, vous êtes en contact avec les jeunes, c'est quoi votre rêve ? Et là, elle me dit,
Mon rêve, c'est de créer une école qui pourrait amener à l'excellence, une école où on pourrait rayonner et elle m'explique son parcours à l'EHL, le métier d'hôtelière qui est le sien, parce que sa famille a un hôtel et elle a grandi dedans. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Et je me dis, on le met dans un coin de la tête. Et on était jury lors du bac professionnel hôtelier. Et donc, ça veut dire qu'on était en immersion toute la journée à la table du proviseur. On avait la directrice des études qui était avec nous, bien sûr, Sophie Hu qui était avec moi. Et on a passé la journée à discuter avec eux, à discuter de ces jeunes qui ont pour la plupart choisi de faire ce métier-là, qui est un métier d'exigence, qui est un métier d'excellence. Et j'ai vu leur volonté de bien faire, j'ai vu leur volonté de servir la table où il y avait tous les directeurs du coin. Et je me suis dit, c'est intéressant l'idée que Sophie a eue ce matin dans la voiture de créer une école et d'amener le niveau d'excellence. On en a effectivement reparlé l'après-midi et je me suis trouvé moi-même avec mes croyances. J'avais une équipe où 5 personnes me reportaient. J'étais en déplacement avec quelqu'un qui ne me reportait pas, qui était peut-être une des plus jeunes de l'équipe. Certains avaient 20 ans d'ancienneté dans l'équipe et faisaient très, très bien leur travail. Et je me dis, tiens, j'ai eu un input ce matin de quelqu'un de jeune, pense complètement différemment. Qu'est-ce que tu en fais? Je sentais qu'il y avait derrière cette idée-là des solutions possibles à l'organisation, notamment sur le fait de réveiller l'organisation, de montrer que tout était possible, de faire venir les meilleurs qu'on pouvait trouver dans la tranche 15-20 ans. Il y avait tout ça. Mais il y avait aussi une possibilité d'échec, de confier les clés de quelque chose d'un peu important à quelqu'un qui n'a pas non plus une énorme expérience et qui pourrait potentiellement aller à l'échec. Et si la première idée qu'on met en œuvre va à l'échec, la deuxième, elle a beaucoup plus de difficultés à trouver sa place. C'est pour ça que le soir même, lorsqu'on est revenu, elle m'en a reparlé, on faisait le trajet et je lui ai dit, c'est une super idée. On est en juin, on le fera en septembre de l'année prochaine. On va mettre 1 an à préparer ça. Avec mes croyances à moi en disant, si on met 1 an à préparer ça, il y a toutes les chances que j'ai le temps de surveiller ce qui se passe et je pourrais m'assurer moi-même avec toute mon expérience qu'on ne fait pas des bêtises et qu'on va au succès. Et la nuit, le matin, la réflexion fait que le lendemain matin, je lui ai dit non, c'est pas dans 1 an qu'on va le faire, c'est dans 2 mois. Alors effectivement, j'ai vu qu'elle venait toute blanche, donc là je me suis dit effectivement, j'ai peut-être poussé le curseur, sauf qu'une rentrée pour une école, ça se fait en septembre, donc c'était soit dans 1 an, soit dans 2 mois, et avec la volonté de dire, voyons ce qu'on sait faire. Mais comme c'est quelqu'un qui se bat énormément et qui rend tout possible, on l'a fait. Et effectivement, elle a porté pendant ces 2 mois-là l'idée de l'école, elle a porté l'idée du recrutement, elle a porté l'idée des apprentis. C'est elle-même qui recrutait les apprentis, donc elle s'est aussi assurée que dans les apprentis qu'elle recrutait, elle aurait la bonne équipe. Encore une fois, il n'y a pas des gens qui se sont organisés autour des apprentis. Il y a quelques personnes qui ont cru dans le projet très vite, que je salue s'ils écoutent ce podcast, et qui se sont dit on va accompagner ces apprentis. Puis après, il y a les apprentis qui ont porté leur histoire. Lorsqu'on a fait la première rentrée, le premier speech que je leur ai fait, c'est le speech sur le col bleu, blanc, rouge ou le fait de travailler ensemble. J'ai fini mon speech en leur disant hormis vous dire tout ça, moi je ne sais pas comment ça va marcher. Par contre, je vous donne les clés. Par contre, je vous donne des moyens qui sont limités et je vous donne du temps pour le faire. Et on sera là pour vous aider. Donc, il y a une notion de risque. Et derrière cette notion de risque, il faut quand même accepter qu'une fois sur deux, ça peut ne pas marcher. Mais ça peut aussi marcher. Et je pense que la difficulté que moi j'ai le premier en face de cette nouvelle génération, et je ne veux pas qualifier, mais en tout cas de ces jeunes, c'est de se dire essayons de mettre de côté nos craintes, nos croyances personnelles, et essayons d'offrir la possibilité à ces jeunes-là de faire des choses très intéressantes au service de l'organisation, ce qui les responsabilise et ce qui leur sert. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Evian Resort Practical School? On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une école interne pour pouvoir sélectionner, faire venir les meilleurs dans la période, on va dire, 16 ans, 25 ans. Donc, cette école, elle s'appelle l'Evian Resort Practical School. C'est une école qui est interne, qui complète ce que font les différents apprentis dans leur école réciproque. On a des apprentis qui sont donc jardiniers de golf, femmes de chambre, gouvernantes, en cuisine, en salle, en maintenance, en finance. On a aussi des apprentis qui sont en RH. Donc, on s'est dit, chacun d'entre eux va apprendre dans son école son métier. Et lorsqu'ils vont être chez nous, on veut créer une dynamique qui, va faire d'eux des gens ultra employables demain, aussi bien pour nous que pour d'autres. 2, va faire des gens qui savent travailler ensemble et va faire des gens qui sont très fiers d'avoir été là. L'objectif qu'on avait,
et qu'on a, c'est toujours de faire de l'Evian Resort Practical School une forme de signature, que quelqu'un demain, dans un grand groupe hôtelier, voit en disant « Ah, vous avez fait l'Evian Resort Practical School, donc ça veut dire quelque chose en termes de fonctionnement. » Comment l'Evian Resort Practical School fonctionne? On sélectionne nos apprentis. L'objectif qu'on avait à l'époque, que j'ai donné à Sophie, il faut qu'on ait 1000 candidatures pour trouver 30 ou 40 apprentis, parce qu'il faut qu'on aille chercher les meilleurs. Et pour aller chercher les meilleurs, on a besoin de faire venir les meilleurs. Et on va également leur créer un environnement qui donne envie. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, pendant 4 ans, l'Evian Resort a été l'endroit où se tournait la finale de Top Chef, dans une dynamique qui est très belle émission comme Top Chef, pouvoir dire à mon école, l'endroit où j'exerce, organise la finale de Top Chef pendant 4 années d'affilée. C'est le seul endroit qui a organisé autant de finales de Top Chef. C'est aussi la même dynamique, c'est de dire, tiens, pourquoi je suis là? Donc, l'Evian Resort Practical School, c'est une sélection d'apprentis qu'on recrute, qui continuent leur parcours et qui, 1 à 2 fois par mois, de manière organisée, vont se réunir pour, se former ensemble à différents domaines, d'accord, qui fait qu'ils aient une culture ensemble, et puis en même temps construire un projet qui est d'organiser une soirée de remise des diplômes, initialement prévue avec leur famille, leurs proches et les parrains de la promotion. Et puis, dès la 2e année, cette soirée-là est devenue une soirée où, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait non seulement avoir une soirée entre nous, mais qu'en fait, on pouvait l'ouvrir. Et les gens qui étaient proches du resort, des clients habituels, étaient très contents de venir voir notre école, nos apprentis en action. Comment ça se fonctionne? On leur donne un objectif qui est de trouver un thème chaque année de la soirée. Et à partir de là, le groupe de 30 apprentis organise tout. On s'est dit aussi, il faut qu'on ait des parrains, parce qu'une promotion comme ça a des parrains. La première année, on l'a fait sans parrain. 2e année, on a eu Thierry Marx, qui est devenu un parrain. Et puis, la 3e année, c'est Thierry Court, qui est le meilleur pâtissier professionnel de France et qui réinvente tous les superbes snackings de notre enfance, de versions complètement véganes et de versions complètement adaptées avec des produits naturels. Donc, c'est absolument magique. Ça, c'est la partie préparation du projet qu'ils font tous ensemble. Vous comprenez aussi que cette dynamique qui a été posée par cette école est aussi venue presque réveiller les professionnels qu'on avait dans l'organisation, qui s'étaient eux-mêmes un petit peu calés avec leurs bâtiments, les bâtiments vieillissants, nos pratiques vieillissaient, mais de voir ces petits jeunes capables d'inventer quelque chose qui n'existait pas, d'organiser une soirée quasiment avec un budget très très proche de loin. Je vous donne un exemple, la soirée Harry Potter, il fallait bien évidemment des balais, des baguettes, des habits. Ils ont fait le tour de tous leurs amis, de toute leur famille. Il y en a une qui a emprunté à sa grand-mère à l'autre bout de la France des chaudrons en cuivre pour voilà. Mais il y a vraiment une dynamique qui est de dire on n'a pas besoin de moyens faramineux pour faire des choses waouh. On a juste besoin d'être alignés, d'être ensemble et d'avoir envie de le faire. Moi, quand je les rencontre en début d'année avec Sophie, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, pour être les meilleurs demain, vous avez 2 voies possibles qui ne sont pas incompatibles. Vous êtes soit demain, vous avez un col bleu, blanc, rouge, et dans ces métiers-là, tous les métiers qu'on a quasiment ont une possibilité de devenir meilleur apprenti ou meilleur ouvrier de France. D'accord? On a eu plusieurs meilleurs apprentis de France dans nos équipes et meilleurs barman européens. Soit vous faites ça et effectivement, vous serez dans l'excellence et tout le monde voudra vous avoir. Ce qu'on veut travailler, nous, dans l'école, c'est pas ça. Bien sûr, ça, vous allez travailler dans votre école réciproque, sachez travailler ensemble. On veut, c'est que vous sachiez interagir ensemble. Un exemple que je vous donne, nous avons la chance au resort d'avoir 2 excellents fleuristes qui nous fleurissent l'hôtel tout au long de l'année. Et par exemple, nos 2 fleuristes ont fait une journée de formation à l'ensemble de nos apprentis. Alors, on va dire, ça sert à quoi qu'un RH? Ça sert à quoi que quelqu'un qui est à la maintenance? Ça sert à quoi qu'une gouvernante soit formée à l'art floral? Et bien, ça sert tout simplement que dans son job de demain, lorsqu'elle devra organiser la décoration de son étage, prenons l'exemple d'une gouvernante, eh ben, elle saura de quoi elle parle. Elle saura parler le même langage que le fleuriste. On leur a fait rencontrer, par exemple, notre pêcheur qui nous fournit en Ferrat du Lac. Il leur a raconté la sortie, ils sont allés le voir, ils ont travaillé avec lui. Donc, on a vraiment voulu faire que, ils se forment dans leur domaine réciproque pour être des bons professionnels de leur métier. Et cette école-là, c'est vraiment comment vous interagissez ensemble, comment vous êtes capable de construire quelque chose ensemble et comment on est capable, en vous plaçant dans ce type d'environnement, d'attirer des gens qui vont pousser l'organisation. Nous, dans la fonction RH, on n'est pas là pour être les meilleurs RH du monde. On est là pour que les gens dans notre organisation rêvent de quelque chose et que ce rêve se mette en œuvre et que ce rêve serve potentiellement de business. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
La deuxième année, la soirée des parents, bien sûr, ou de la famille était là, bien sûr, avec des invités, des gens venant de l'autre bout de la France, au bout d'Europe, pour voir cette soirée-là, ils étaient ravis. Mais le lendemain, la même soirée a eu lieu, même encore mieux que la première, parce que les parents n'étaient pas là, et en plus, la soirée de la veille avait servi un peu de répétition, avec des clients qui, eux, étaient ravis. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment l'impression de rentrer dans l'émission Top Chef, ils avaient l'impression de rentrer dans un moment où ils avaient devant eux des futurs chefs étoilés, et il y en aura, c'est certain. Et donc, effectivement, d'une idée qui était au départ une idée pour dire comment on sélectionne les meilleurs, c'est devenu une idée pour dire comment on a un environnement capable de fournir aux métiers de l'hôtellerie, qui sont de plus en plus un peu en souffrance d'avoir des ressources intéressantes, les meilleurs, on est venu à faire du business avec et avoir des soirées. Et pour tout vous dire, on a eu quelques acteurs qui, dès le début, ont suivi l'école en disant « Waouh, c'est génial, je vois où on peut aller ». Et puis, on a aussi des professionnels qui se sont dit « Non, non, mais c'est des petits jeunes quand même, les petits jeunes, il faut qu'ils fassent comme nous, hein, on est quand même dans le monde de l'hôtellerie, il faut que pendant 10 ans, ils apprennent sans rien dire, et puis après, pendant 5 ans, ils apprennent en parlant, et puis peut-être que dans 15 ans, s'ils ont des idées, on verra si on leur laisse une place. » La démonstration de cette école, ça a démontré à tout le monde, et peut-être à nous aussi les RH, qu'effectivement, on peut avoir des petits jeunes comme ça qui sortent de l'école, mais qui ont des idées absolument géniales. Et si on ne leur laisse pas une place dans l'organisation, si on ne les laisse pas s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'on leur donne toutes les clés. Si on ne les laisse pas s'exprimer, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est qu'effectivement, ils vont nous dire, vous êtes gentils, mais moi, je vais ailleurs. D'accord ? Et on n'aura pas profité de leur énergie, de leur nouveauté. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'on doit tout entendre. Mais on peut dire, tiens, effectivement, tu vois les choses différemment. Et pour être très sincère, à chaque fois, les clients nous ont dit, waouh, vous vous réveillez, vous nous faites vibrer par des choses qu'on n'osait même pas imaginer. Et là, ça renvoie à une question qui est qu'une organisation, elle n'est pas là pour faire ce que les clients attendent ou demandent. L'organisation, elle est là pour leur faire waouh à chaque fois. Et dans le fait de faire waouh, effectivement, il y a la possibilité d'utiliser cette jeunesse pleine d'énergie pour construire des choses importantes. La fonction RH n'est pas là pour être la meilleure fonction du monde, elle est là pour accompagner et les métiers et le business à réaliser ce dont ils rêvent, première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit à un moment donné s'interroger sur les problématiques de fond de notre organisation. Et puis dernièrement, avoir aussi la possibilité d'aller chercher toute l'énergie possible. Moi, j'ai toujours eu dans ma carrière, lorsque j'ai fait des produits bio dans une usine qui aujourd'hui a triplé ses volumes, qui a sauvé quasiment 500 emplois directs, la première fois que j'ai parlé du bio, il y a 16 ans, je peux vous garantir que les gens qui étaient autour de moi, ils m'ont dit « Oh non, mais c'est quoi ce truc-là Je ne suis pas sûr que ça va servir à grand-chose. Puis c'est pas sûr que c'est l'avenir non plus. » Effectivement, j'avais la chance d'avoir une épouse à l'époque qui était très verrouillée sur le bio et qui apportait cette idée-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment intérêt, nous, à regarder les signaux faibles de l'organisation et aider ces signaux faibles à émerger, à construire un commun et aider l'organisation à aller vers ce commun. Quelque part notre enjeu d'aujourd'hui, parce que si on fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre à l'organisation de construire son avenir, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'organisations qui se posent la question de « bon, pendant 2-3 ans, je sais à peu près ce qu'on va faire ». On va permettre à l'organisation de donner du sens aux gens qui vont la rejoindre pour construire cet avenir. On a besoin de ça. Je vous donne un exemple, on parle beaucoup, j'ai signé un accord il n'y a pas très longtemps sur la diversité. Moi, j'ai écrit que la diversité, c'était pas il faut qu'on la fasse si on en a besoin. Si on n'a pas la diversité de la société dans nos entreprises, on aura donc une entreprise qui est en connexion avec une partie de la société. Donc la diversité, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour survivre aujourd'hui. Il faut aussi la manager. Il ne faut pas non plus qu'on organise 80% de l'organisation en face de 0,3% de la population. Et c'est ça l'enjeu de la fonction RH. L'enjeu de la fonction RH, c'est vraiment d'accompagner toute l'organisation à porter un projet plus important qu'elle et accompagner chaque acteur de l'organisation, qu'il soit manager, qu'il soit managé, à être un acteur de cette réalisation. Et aujourd'hui, quand vous voyez 30 à 50% des gens qui vous disent « je ne comprends pas le sens de mon organisation, je ne sais pas pourquoi je me lève le matin », je pense que la fonction RH, elle a ce rôle, à un moment donné, de redonner du sens. DRH en anglais, ça se dit HRD, et il y a une organisation sud-africaine qui a dit HRD, c'est Heart Rejuvenation Département. C'était quoi? C'est le département qui est là pour régénérer le cœur. Alors, on me dit, oui, est-ce que l'amour a une place dans l'entreprise?
Prenons déjà le cœur du travail bien fait, l'amour du travail bien fait, l'amour des autres, l'amour des collègues et l'amour des clients. Si ce mot-là est déjà porté dans l'organisation, ça veut dire que la fonction RH aura fait ses fondamentaux. Dernier exemple, pour montrer que la fonction RH dans tous ces différents métiers doit être cohérente, suite à cette école, on a fait un autre élément qui est un petit peu rupturiste, je le reconnais, au niveau de l'Evian Razor, c'est qu'on a signé le premier accord d'intéressement dont la répartition était non pas sur le salaire, mais était sur le temps. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire si on a fait une très bonne année, on a donc un intéressement à distribuer, et cette distribution ne tient pas compte de ton salaire, mais elle tient compte de ta présence. Ça veut dire qu'un membre du comité de direction, un membre du COMEX avait le même intéressement qu'un autre plongeur en cuisine. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'hôtellerie, c'est une chaîne. Si le match est gagné, il n'y a pas de raison de dire que on a contribué à des niveaux différents, on était tous présents. Et la répartition de cet intéressement se fait sur la présence exclusivement. Petite anecdote, 1 an et demi plus tard, on a la chance d'aller chez Guy Savoy, son restaurant qui est la Monnaie de Paris, un restaurant qui a été classé cette année le meilleur restaurant du monde. Et dans la soirée, il y a un moment donné, il y a un plat qui est une cuisson dans la salle de saumon devant les convives. Et cette cuisson, elle se fait à partir de glace et d'azote. Et à ce moment-là, dans la salle avec nous, pour faire cet exercice-là, on n'avait qu'une jeune fille de 20 ans qui est une jeune commis et qui était toute seule. Et on la sentait un peu stressée, mais on la sentait aussi très en confiance. Et encore une fois, je me suis dit, il a tout compris, M. Savoy. Il lui a confié pendant 10 minutes 11 convives sur un plat particulier qu'elle a dû répéter, je pense, des dizaines et des dizaines de fois. Et cela a permis de prendre confiance. Voilà. Donc, effectivement, l'enjeu, et tout ce que j'entends d'ailleurs les échos de l'Event Practical School, c'est de trouver la place pour cette génération-là, leur offrir la possibilité, mais en même temps de leur donner la comptabilité du résultat. L'autonomie, ce n'est pas de l'abandon. Il faut effectivement leur donner la possibilité de se réaliser, donner la possibilité de faire des choses, leur donner la possibilité de nous surprendre. Et pour ça, il faut peut-être que nous aussi, on a quelquefois mettre de côté nos vieilles croyances qui est de dire, pour créer une école, il faut au moins 1 an, sinon ça ne va pas le faire. Et là, ça s'est fait en 2 mois. Dernière petite anecdote, Thierry Marx, j'ai eu l'occasion de lui dire, chef, bravo pour l'école que vous avez créée. Il faut savoir que Thierry Marx a créé une école à Paris qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi. Thierry, dans son école, prend des gens et en 90 jours leur apporte les gestes fondamentaux pour un commis en cuisine. Et je lui dis, c'est génial ce que vous avez fait, c'est super, ça apporte vraiment de la RSE comme on l'entend aujourd'hui. Et vous avez un rôle quasi social parce que quand on connaît l'histoire de Thierry Marx, on sait, comme il le dit lui-même, que sans le judo, il serait allé dans la zone obscure de la vie et grâce au judo, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, Thierry Marx répond quelque chose de très intéressant. Il dit, mais Monsieur Roche, si j'ai créé cette école, c'est pas pour faire du social ou avoir une belle image. Si j'ai créé cette école, c'est que moi-même, au Mandarin oriental, je ne trouvais pas de commis. Donc, on se rend compte qu'à un moment donné, il n'y a pas à regarder la vie façon RSE et à regarder les façons business. Il y a un moment donné, regarder les choses de manière systémique. Et on doit donner de l'autonomie à nos équipes, on doit leur faire confiance, ce qui veut dire aussi le droit à l'erreur. Thierry Marx a une phrase qui est très, très belle et qui correspond à sa posture de manager, parce que c'est un excellent manager, c'est dur avec l'assiette et proche de l'homme. J'ai vu Thierry Marx dire « ça ne va pas en salle », de manière très ferme, et on ne discute pas. Par contre, on s'assoit pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois et on prend le temps de vous construire en tant que professionnel. Et effectivement, c'est très important de se donner les moyens pour nous, pour demain, pour les gens qui sont dans nos équipes, d'en faire des grands professionnels, qu'ils soient chez nous, qu'ils soient ailleurs. De toute façon, ils seront des grands professionnels. Et s'ils ont apprécié l'expérience qu'ils ont vécue chez nous, ils sauront toujours revenir. Et ceux qui doivent accompagner et les managers et les directeurs de l'organisation à jouer ce rôle, de s'ouvrir, de faire confiance, de donner un peu le droit à l'erreur, de donner des responsabilités tout en restant bienveillant et contrôlant un petit peu, c'est vraiment la fonction RH. Ce département de régénération du cœur, comme disent certains anglo-saxons. Et est-ce que c'est facile? Je pense que non. C'est ce qui est le plus compliqué. Et je pense que ce qui est le plus durable. Si on se dit, mon organisation, ce qui m'intéresse, c'est les 12 mois où je vais être là ou c'est les 36 mois où je serai encore là, en général, on ne va pas semer des graines qui germeront que 10 ans ou 20 ans plus tard. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la fonction RH aujourd'hui doit amener dans l'organisation non pas le geste facile au quotidien, mais le geste qui sera durable, humainement durable, et pour l'organisation, et pour les personnes qui contribuent, et également pour ses clients,
Parce que l'ensemble de ces acteurs-là, aujourd'hui, regardent est-ce que ce qui est en train de se faire, ou ce qui s'est fait dans le passé, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est quelque chose qu'on fait de manière durable.